gâché malgré tout. Attention, Péchao, il est bon là pour enrouler comme ça. Oui, oui, mais Oh, je crois qu'il l'avait. je vais te dire ce que je dis systématiquement, Anthony. Péchao, on l'a vu faire ça 75 fois depuis le mois d'août. Il faut lui fermer le pied droit à Péchao. On l'a vu faire ça en Ligue 1, on l'a vu faire ça en Ligue des Champions. On sait qu'il va faire ça. Il faut lui fermer l'intérieur. Et il n'y a pas faute là-bas sur Morton. On revient pas. Non, bien sûr que non. On va laisser les Marseillais jouer la contre-attaque. Et Hendrick, ouais, avec Péchao qui va donner ce ballon. Le centre au deuxième poteau, Aubameyang. Il y a faute au départ, je suis désolé, il y a faute au départ, il revient pas. Ça, toute la première mi-temps, dès qu'il y avait une faute, il laissait l'avantage, il revenait. En seconde période, il ne revient pas. Faudra lui demander pourquoi. J'allais dire Dieu seul le sait, mais non, ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est Monsieur Brizard qui le sait. Et c'est tout. Il n'y a pas faute là, s'il te plaît. Il n'y a pas faute là. Faut arrêter de se moquer de la... Regarde, et même là, il y a faute. Il y a 2 fautes sur l'action, Anthony, s'il te plaît. Après, on doit mieux faire. Bien sûr. Mais quand il y a 2 fautes sur la même action, tu as le droit d'en siffler au moins une. Si tu veux pas siffler les 2, siffle-en une quand même. Toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Plongez les quenelles dans l'eau bouillante, laissez-les prendre confiance, voire ouvrir le score, ajoutez une pincée d'égalisation et mélanger, puis laissez-les reprendre l'avantage. Ok, l'illusion n'en est que plus belle. Réduisez le feu et remuez jusqu'à égalisation. Très important, ne sortez pas le plat trop tôt. À la 91e, ajoutez le but victorieux et laissez les Lyonnais mijoter dans la sauce au seum. Ah oui, donc c'est vraiment spécialité lyonnaise. Astuce du chef, servir brûlant dans un vélodrome incandescent. Bon appétit et bienvenue sur le comptoir olympien, les amis. Quenelle à la lyonnaise, ce sera le titre de la vidéo d'aujourd'hui, qui va évidemment traiter de la victoire de l'Olympique magnifique, du seul Olympique de France, l'Olympique de Marseille contre Lyon 3-2 dimanche, donc hier au moment où je tourne la vidéo. Donc évidemment on va parler du match. Je vais essayer pour une fois, je vous promets que je vais essayer de faire bref. Le contexte, on se rappelle, crise complète à l'OM, crise de confiance, crise de résultats, crise de vestiaire, crise dans les instances, etc. On est à 5 points de Lyon, un Lyon qui venait de perdre contre Strasbourg, mais qui était sur 13 ou 14 victoires d'affilée, 13 il me semble, 14 victoires dans les 15 derniers matchs avant la défaite contre Strasbourg pour être exact. Un Lyon qui fait une très belle saison avec les moyens qu'ils ont, et un Lyon qui avait la capacité de nous mettre à 8 points en cas de victoire chez nous, et nous la possibilité de revenir à 2 points, et surtout de regarder vraiment dans le rétroviseur, parce qu'il y a aussi ça, on n'en parle pas trop, mais Lille, Rennes, Monaco qui commencent à relancer un petit peu la machine. Habib Beye a entamé une nouvelle fois avec un 4-3-3, avec la confirmation que ce serait Pierre-Emile Højbjerg, le nouveau capitaine de l'OM sur cette fin de saison. Leonardo Baerji a vu le brassard lui être retiré, ce qui pour moi je pense est une bonne chose. Ça lui mettait plus de pression que de motivation. Là au moins il va pouvoir essayer de retrouver le niveau qu'il avait fut un temps. Kondogbia de retour au milieu de terrain pour son match mensuel, et ensuite on avait l'absence de Gouiri de dernière minute pour la titularisation de Traoré. Bon, le match en soi, entame catastrophique parce que voilà, ils ont voulu faire ce qu'ils ne savent pas faire, jouer à la baballe, un truc, un machin, on relance, un blabla et tout, catastrophique. On prend un but classique, j'ai envie de dire, de la défense qui ne sait pas jouer, et des Lyonnais qui nous ont bien chargés devant, avec Tolisso qui a très bien ouvert le score. Et je trouve qu'après, on a été incisif, entreprenant, mais très brouillon. On avait l'impression qu'ils voulaient faire, ils arrivaient, puis ils n'arrivaient pas. Et ce qui paradoxalement donne cette impression qu'on aurait pu égaliser, alors que c'est peut-être Lyon qui a les plus grosses occasions sur cette première période, avec le ciseau de Hendrick, le retourné d'Hendrick, bien arrêté d'ailleurs par Rouli, et je crois que c'est Yaremchuk qui passe pas loin du 2-0. Lyon se procure des vraies belles occasions dangereuses en face à face, là où nous on a été plus présents et plus, on va dire, plus volontaire, mais sans vraiment savoir ce qu'on faisait. Début de seconde période, on passe pas loin d'en reprendre un de Tolisso dans les mêmes circonstances que
la première période, que l'entame du match. À noter que Pechao avait remplacé Timber qui était souffrant au niveau de son épaule, et l'entrée de Pechao a complètement changé la rencontre. Après ce 2-0 refusé pour Lyon sur hors-jeu, on a Pechao qui envoie une mine dont il a le secret et qui a permis de rallumer un peu le stade. Lyon repasse devant et finalement, c'est une fin de match, une dramaturgie olympique de Marseille, stade Vélodrome, qu'on mérite, nous, Marseillais et supporters de l'OM partout en France et dans le monde, de vivre. Mais quand on vit du stade, c'est vrai que c'est exceptionnel. J'ai plus de voix, je veux dire, honnêtement, hier, j'ai gueulé comme un fou, je suis lessivé. Et Pechao qui du coup fait une bonne remise. Aubameyang, Renard qui en met un. Aubameyang, Renard qui en met deux. Avec une bonne transmission de Pechao pour Nwaneri qui lui fait un centre parfait, quasi en première intention, il me semble. Elle fait du bien celle-là. Elle fait du bien dans les têtes de tout le monde, des supporters, des joueurs. C'était pas exceptionnel, c'était pas convaincant, on leur a pas roulé dessus, de toute façon le score le montre, mais putain, d'arriver à la choper et de montrer ce caractère, etc., chose qu'on ne voyait pas dans cette équipe, ou qu'on n'a quasiment pas du tout vu cette saison, d'arriver à faire ça au Vélodrome, dans ces circonstances, à un moment donné où, pas loin de la fin de la rencontre, tu es à plus 8 pour Lyon, et tu reviens à plus 2 pour Lyon, mais bon, c'est un exploit presque. Ouais, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. Franchement, celle-là, elle est belle. Donc c'est que du kiff, comme je disais dans ma vidéo précédente. On pouvait aborder la semaine du kiff ou la semaine catastrophique. Pardon, j'ai vraiment plus de voix, j'ai tout donné hier au stade. Et on a bien entamé la première partie de la semaine du kiff en battant Lyon et en se replaçant directement pour la 3e place. Vraiment, je suis désolé, j'ai tout donné et là ça commence à pêcher un peu au niveau des cordes vocales. Du coup, je vais faire mon évaluation des joueurs. Déjà, dans un premier temps, au global, au collectif, j'ai envie de mettre en avant l'envie, le courage, la mentalité, l'abnégation. Je trouve qu'on a montré beaucoup de belles choses. Très brouillon, pas sûr de nous dans certaines séquences, mais il y a certains matchs qu'on a perdus cette saison. Peut-être que si on avait fait juste ça, on les aurait gagnés. Et en même temps, pour arriver à faire ça, il faut être capable de ne plus penser comme un robot conditionné par un dogme, mais par un courant de pensée, des systèmes de jeu, des trucs, etc. Parfois, quand il faut balancer, il faut balancer. Quand il faut marquer à l'arrache, il faut marquer à l'arrache. Quand il faut faire des trucs qui peuvent sembler pas très esthétiques footballistiquement parlant, mais que ça a du résultat, il faut le faire. Alors, le football, c'est un sport qui a plus de 120 ans, 130 ans, 150 ans d'existence. Il n'y a personne qui peut réellement le réinventer aujourd'hui. Ça se jouait à 11 à l'époque, ça se joue toujours à 11 aujourd'hui et les terrains sont les mêmes. Voilà. Donc j'ai très apprécié le fait qu'on revienne à un football un peu plus brut, un peu plus vertical, un peu plus caractériel, avec le fait qu'il peut y avoir des failles mais des forces. Et parfois c'est dans ces failles qu'on trouve ses forces aussi et qu'on n'ait pas ce rythme de sénateur, etc. Les joueurs, Rouli a fait une très belle prestation malgré les 2 buts encaissés. Il nous en a sorti des belles. Je l'ai trouvé très rassurante dans ses prises de balles aériennes. Je l'ai trouvé bon sur sa ligne, sur notamment un sur Hendrick, et puis il a gagné un duel, je crois, en seconde période où il bloque bien, il met bien son corps en avant. C'est cool de le revoir. Je ne vais pas dire que voilà, il n'a pas tout arrêté, tout sauvé et tout. Après, bon, les buts qu'il prend, voilà. Mais en tout cas, il nous a fait des beaux arrêts à certains moments. Là où la défense, du coup, dans les moins, a pêché pour moi. Ouéa, bon, c'est vite effacé. Emerson a fait un match catastrophique. Balerdi, Aguerd, je pense que ça va être la charnière qui va probablement finir la saison. Et j'aimerais les voir devenir complémentaires. J'aimerais que Balerdi oublie toute cette histoire brassard et puisse respirer, retrouver sa capacité à faire de belles choses, et que Aguerd par contre lui s'impose, s'incarne et se présente enfin comme le défenseur central qu'il est censé être à l'OM, et c'est lui qui est censé être le meilleur défenseur central de l'OM, c'est Aguerd. Il a vécu une saison très compliquée entre sa bubalgie, la CAN, on sait ce qui s'est passé, etc. et tout. Là, il faut qu'il se mette dedans. On va avoir besoin d'un très très grand Aguerd sur cette fin de saison. Ce défenseur qui prenait tout, qui gagnait dans les duels et tout. J'ai envie de le voir caractériel, etc. Quitte à presque un peu effacer Balerdi. Je pense que Balerdi a besoin, lui, de s'effacer et que ça va se passer comme ça. Et on a vu d'ailleurs
la cohésion, la joie un petit peu entre lui et Højbjerg à la fin. Donc je pense que c'est presque un cadeau que Bay a fait à Balerdi en lui enlevant ce brassard. Je vais mettre Højbjerg dans le même sac d'une certaine façon avec un plus. Kondo, quand il est là, Kondo en fait c'est un putain de bon joueur de football quoi. Et c'est un putain de bon milieu défensif, il a du caractère, il permet de temporiser, il a un peu de vice, il défend propre. Et le problème, c'est son corps ou son envie peut-être d'être footballeur à très haut niveau. Parce que franchement, ce mec-là, quand il a envie, il doit être titulaire sur la feuille de match dans un 4-3-3 quasiment point de basse. Ça doit être lui. Et presque vice-capitaine, j'ai envie de dire, dans cette équipe par rapport à sa carrière, par rapport à ce qu'il a fait et tout. Et sa qualité technique, moi je trouve. Je trouve que c'est un gâchis de ne pas le voir être le taulier. C'est presque lui en termes de carrière, de caractère, il est respecté dans le vestiaire. C'est presque lui qui devrait être capitaine aujourd'hui. Mais finalement, ses errances physiques ou son manque de motivation fait que c'est une incertitude constante. Højbjerg dans les plus, bon, c'est pas toujours joli, mais bon, voilà, il met de l'impact, il a envie, puis surtout, il veut montrer l'exemple. Et ça, c'est important d'avoir un capitaine qui veut montrer l'exemple sans se sortir de son match et de sa tête, chose qu'avait tendance à faire Balerdi, parce que je pense que le rôle n'était pas fait pour lui. Et que Højbjerg au moins il sera pas toujours très élégant et tout, mais je pense que le fait de montrer qu'il ne triche pas, etc., va motiver un peu tout le monde. Pechao, mention spéciale pour son entrée. J'aime bien ce petit parce que malgré toutes ses difficultés techniques et ses difficultés un peu cognitives en termes de QI football, il est lumineux, il est agréable à voir, ne serait-ce que par son sourire, son attitude, sa volonté. C'est quelqu'un qui respecte énormément finalement, j'ai envie de dire, le maillot, le club, ses coéquipiers et tout, parce qu'on ne peut rien lui reprocher, mis à part le fait que le ballon ce soit pas son meilleur copain. Alors c'est con pour un footballeur, mais il est capable de nous faire des choses incroyables avec sa frappe de balle, avec d'être bien placé, la remise et tout. Il triche pas. Et à Marseille, on a besoin de ça. Et on va plus accorder du temps, de la sympathie et de la tolérance à un mec qui ne triche pas et qui fait des bonnes stats quand même, quoi qu'il en soit, qu'à quelqu'un qui parfois peut juste traîner la patte et ne pas montrer un réel attachement. Donc mention spéciale pour Pechao parce que chaque fois que je le vois sourire, je suis content, il a une bonne tête ce petit. Obama, je suis obligé de le mettre dans les plus parce que c'est vrai que et difficulté dans le trouver, etc., dans le fait de trouver, mais qu'est-ce qu'on attend d'un neuf de 36 ans qui a joué dans les plus grands clubs d'Europe au moment où il y jouait, sur les séquences où il y a joué, avec tous les buts qu'il a marqués dans les différentes compétitions, Bundesliga, Liga, Première Ligue, Europa League, où je crois qu'il était, ou peut-être qu'il est encore meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Obama, c'est ça. C'est 2 ballons dans la surface, but. Une remise sur lui, but. Second poteau, il plonge, but. Merci Obama, bravo, tu es un très très grand attaquant. Tu es un très 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 grand attaquant. Tu es un vrai neuf. Et ça fait déjà 12-13 buts cette saison, des buts qui ont été décisifs. Il est aussi sur les photos de beaucoup de ratés cette saison. C'est ça qui peut un peu terner son image. Mais si on regarde d'un point de vue statistique pur, il fait une saison exceptionnelle. Avec, en plus, on commence à avoir 3-4 attaquants qui ont dépassé les 10 buts sur le total de la saison. Greenwood est à plus, Pechao est plus. Gouiri va pas trop loin de s'en rapprocher. Malheureusement, il a été blessé, sinon je pense qu'ils auraient déjà dépassé. Et Obama. Donc c'est cool de pouvoir s'appuyer sur ces joueurs-là. Et je vais mettre en avant le coaching d'Habib Beye aussi. Habib Beye qui a quand même été très largement critiqué, qui a reçu des sacrés sauts de merde dans la tronche de la part de supporters de l'Olympique de Marseille, comme si c'était sa faute ce qui se passait en ce moment, comme si c'était sa faute si Roberto De Zerbi avait démissionné après une multitude de résultats et d'humiliations qui ont fait qu'il avait perdu son vestiaire. Habib Beye n'y est pour rien là-dedans. Habib Beye a joué à l'Olympique de Marseille entre 2003 et 2007. Il a été capitaine du club. Il a fait une finale de Coupe d'Europe, 2 finales de Coupe de France, 2 podiums également, ou un podium peut-être, si je dis pas de bêtises, en 2007. Il aime le club, c'est son club de cœur. C'est une anomalie effectivement que Beye puisse se retrouver entraîneur de l'Olympique de Marseille à ce moment-là. Là où pour moi ça aurait pu être justifié il y a 2 ans. Et cela dit, c'est une anomalie que l'Olympique de Marseille se retrouve dans cette situation-là compte tenu des espérances en début de saison. Donc finalement, il y a 2 anomalies qui doivent se rattraper. Et on a un club qui a connu cet homme-là et on a cet homme-là qui porte ce club dans son cœur. Moi, j'ai envie de laisser les choses se faire, en fait. En dépit des débats qu'il peut y avoir, etc. et tout.
je trouve que la victoire, le coaching déjà qu'il nous a proposé, parce que c'est rare d'avoir vu du bon coaching cette saison, je suis désolé, mais moi j'ai vu des choix de l'entraîneur précédent qui généralement, en fin de match, etc. ou quoi, respiraient la frilosité, nous ont plombé, il y a de nombreux coachings qui nous ont plombé cette saison, je peux en citer beaucoup, voilà. Et là, j'ai l'impression que Habib Beye, parfois ça joue pour lui. Et finalement, commence bien. Ça va crédibiliser son discours, ça va conforter sa présence, ça va faire taire les mauvaises langues aussi. Et ça va nous permettre du coup de nous projeter sur cette fin de saison. Évidemment, je mets un rappel au classement, donc on revient à 2 points de l'Olympique lyonnais, à un moment où aussi on a tous les concurrents derrière qui se rapprochent bien, donc l'écart se resserre entre Lyon et Rennes. Il y a 5 points, Monaco est pas très loin derrière, Strasbourg éventuellement. Sur cette fin de saison, on a le calendrier là, qui va du mois de mars que je vais vous mettre, avec OM Lille à la fin du mois, qui va être du coup capital pour le podium, sachant que Lille joue Rennes aussi ce mois-ci, et il y a la Coupe d'Europe. Donc là, l'OM a vraiment quelque chose de bien à faire avec ces matchs contre Toulouse, ce match contre Auxerre et ce match contre Lille. Sachant qu'on joue Monaco ensuite début avril, ce serait bien de faire enfin d'avoir une dynamique de match gagné, ou aller éventuellement peut-être un nul, mais non, mais même pas, normalement là on doit gagner, voilà, on doit gagner. Ce serait bien de faire 3-4 victoires de temps en temps d'affilée, histoire de déjà que le vestiaire commence à croire en eux, qu'il y ait cette dynamique qui se reprenne, et puis d'arriver à distancer, parce que là on va arriver dans les moments où les équipes vont s'affronter, il y a des points qui vont se perdre dans tous les sens, ça va rentrer maintenant. La semaine du kiff, on a fait la moitié. Mercredi, on joue Toulouse. C'est pas gagné. On a vu ce qui s'est passé. Il y a quelques mois. Ils nous ont fait mal. Toulouse, ils ont un très bon entraîneur. Ils ont des joueurs qui sont un peu imprévisibles. Ils ont cette équipe qui arrive toujours à faire des surprises, à se sublimer parfois dans certaines rencontres. Sachant que nous, on n'aura pas Højbjerg et on n'aura peut-être pas Timber. Ce qui fait que on perd 2 de nos 3 milieux de terrain, donc j'espère que Kondogbia sera là. Et après, est-ce que ça va être la chance pour Vermeeren de jouer? J'espère juste, honnêtement, c'est personne qu'on verra pas Bilal Nadir, mais je me pose vraiment des questions sur ce match là par rapport au milieu de terrain, où on sait que c'est un peu notre problème, c'est-à-dire que le milieu laissait passer et la défense n'assurait pas non plus. J'aimerais pas qu'on se fasse éliminer juste sur cette histoire de joueurs absents, parce qu'on peut vraiment impulser une dynamique positive et une mentalité de joie avec une qualification en demi-finale. Ce serait quand même très bien que ça se passe comme ça, afin d'avoir un cap et un intérêt sur les derniers matchs de la saison qui vont être tous plus importants les uns que les autres. Je vais conclure avec du coup un aparté sur ce qui se passe en interne, avec le départ de Pablo Longoria, qui n'a pas été, pour l'instant au moment où je tourne la vidéo, officiellement communiqué par les différents canaux de diffusion du club. J'ai envie de te dire, Pablo, on vit comme on meurt comme on vit, et on meurt comme on a vaincu, on meurt comme on a vécu. Et tout ça te résume parfaitement, Pablo, avec toutes les têtes que tu as coupées, avec toutes les manigances que tu as fait, avec finalement l'état dans lequel tu vas laisser le club financièrement, le déficit terrible de 105 millions d'euros qui est la cause de ton départ. Il fallait que tu payes au bout d'un moment. L'agité espagnol, le bonimenteur espagnol avait assez usé de ses tours de magie divers et variés pour garder sa place. Je le répète, il ne sera plus jamais président d'un autre club du standing de l'Olympique de Marseille de sa vie. Voilà. Et je pense qu'il le sait, c'est pour ça qu'il a tout fait pour s'accrocher. Et moi, je suis très satisfait de le voir partir, mais je ne suis pas rassuré pour l'avenir non plus. C'est ça le problème de l'OM, c'est que on avait fini par accepter des mecs très moyens et à feutrer toutes les incohérences et les erreurs, parce que je pense qu'on sait tous que finalement l'OM attire aussi les mouches à merde, incompétentes. Et c'est vrai que moi j'ai aussi peur de me dire, mais qui peut prendre le relais? On sait que Benassia va sûrement partir, on voit qu'on prend une direction très financière dans les manœuvres et les démarches de l'OM, avec la présence de Sherazade, Samsar de Boissesson, pardon,
qui était là au stade Vélodrome, Alban Justet qui est maintenant président par intérim, lui qui était directeur financier. Donc on a la vice-présidente du conseil de surveillance de Maccourt Global et de l'Olympique de Marseille et l'ancien directeur financier qui sont maintenant à la tête du club. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre en fait quand on vous dit ça, parce que j'ai l'impression que certaines c'est un peu limité. Si vous arrivez à comprendre, les choses ont un sens dans la vie, c'est pas fait par hasard. Si les deux mecs qui gèrent les finances, les étos et tout sont à la tête du club, ça veut bien dire quelque chose. De un, c'est que il y a des pertes à combler, que comme je le disais, le modèle économique du football français et du football européen n'est absolument pas en cohésion avec les stratégies économiques et business des Américains, qui ont une façon complètement différente de fonctionner. Ce club est un puissant fonds pour Frank McCourt qui est déjà très généreux et très sympathique d'être toujours là 10 ans après sans aucun succès et avec plus d'humiliation que de succès et d'images reluisantes. Donc j'espère au moins pour lui qu'il y aura une Coupe de France à la fin de cette saison. Et ce déficit, du coup, je le répète, de 105 millions d'euros porté par la présidence de Pablo Longoria, du coup sur l'exercice précédent, ce qui fait que l'OM est un des 4 ou 5 plus mauvais clubs, financièrement parlant, et pointé du doigt par l'UEFA. C'est très grave, hein, les gars, et mesdames également. C'est très très grave. Très 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 grave. J'ai très peur de voir ce qui va se passer, parce que même si je pense que du coup en 2, le club va être mis en vente, avant d'être mis en vente, il va être liquidé. Et là, il nous a mis à la tête des gens qui sont là pour prendre ce genre de décision. Bon, j'ai peur qu'on soit moins dans le sportif. Et le problème, c'est qu'aussi que j'ai peur que du coup, on va avoir des mecs autour du club ou dans le club qui vont fonctionner pour leurs propres intérêts. Mais c'est ce que faisait déjà Longoria et c'est déjà ce que faisait aussi Benassia d'une certaine façon. Mais eux relevaient quand même d'un minimum de compétences foot. Longoria n'aurait jamais dû être président, il aurait dû rester directeur sportif ou directeur du scouting, il n'avait pas les épaules pour être président. Là on va avoir ces deux-là qui vont partir, un qui est parti, un autre qui va bientôt partir, et j'attends de voir ce qui va se passer. Je pense que le plus dur est à venir en tout cas. Si vous pensez que le plus dur c'est maintenant, non, le plus dur est à venir. Voilà, on va terminer sur ça. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On va se revoir très vite de toute façon sur le match de Toulouse et d'autres projets qui me concernent dont je vous communiquerai ça sur les réseaux. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à suivre la page Instagram également. Et je vous souhaite encore une bonne semaine et je vous dis allez l'OM, allez ciao tout le monde. Et c'est terminé. L'OL s'incline essentiellement grâce à l'homme en rouge que vous venez de voir juste avant, avec un arbitrage incroyable, notamment sur le 3e but marseillais. Ah, vous pouvez faire les beaux, c'est sûr. Quand on joue à 12 contre 11, c'est toujours un peu plus facile. Et l'OL s'incline donc et voit Marseille